Bonjour à tous. Merci de votre fidélité et surtout merci de nous suivre parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la République démocratique du Congo, de ses valeurs, de tous les concepts développés, mais également de savoir vivre ensemble. Ensemble pour construire une nation qui doit être celle de tout le monde. Une nation qui accepte les différences, mais également qui travaille. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec quelqu'un qui défrait la chronique depuis un certain temps sur une série de concepts. Congolité, plan Marshall, souvent des anathèmes contre tel ou tel autre. Qu'est-ce qu'il lui-même est finalement? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il motive dans tout ce qu'il est en train de faire? L'invité aujourd'hui est Nicole Tchani, ou plutôt Noël Tchani. Noël Tchani, moi j'invite. Oui, Noël Tchani, moi j'invite. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir à Télé 50. Noël Tchani, moi j'invita, ancien candidat président de la République en République démocratique du Congo. Voilà l'étiquette que vous avez. Noël Tchani, c'est celui qui a proposé le plan Marshall pour le développement de la RDC. Il enseigne des banques, des finances à l'université catholique ici à Kinshasa. Et vous avez été candidat président de la République ici au Congo. Mais j'aimerais d'abord que ceux qui nous suivent vous connaissent un tout petit peu. Noël Tchani. Parce que tout le monde vous a découvert ici à Kinshasa durant l'élection de 2018, où vous étiez venu. D'abord, vous êtes présenté en retard. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait l'argent qui n'était pas là, mais l'argent est venu. Ensuite, vos ustensiles ont été volés. Alors, qui êtes-vous d'abord, Noël Tchani? D'où venez-vous? D'abord, Jean-Marie, je voudrais vous remercier sincèrement de m'accueillir à Télé 50 et de me donner l'occasion de m'adresser à nos compatriotes. Je m'appelle Dr Noël Tchani Mwadjanvita, un jeune garçon congolais né en Ganajika, dans l'actuelle province de la Lomami, l'ancien Grand Kassai, ou l'actuel toujours Grand Kassai, mais dans la province de la Lomami, où j'ai fait les premières armes. J'ai étudié à l'école primaire, à l'école secondaire, et j'ai terminé dans une école qui était très prestigieuse à l'époque, le Collège Saint-Georges, actuellement appelé l'Institut Kolaï, une école qui était tenue par les missionnaires belges. Et quand j'ai terminé, j'ai eu l'un des meilleurs pourcentages. Le meilleur pourcentage, si je peux dire, du centre des examens d'État, l'un des meilleurs pourcentages donc du Grand Kassai. Je viens à Kinshasa. En quelle année vous avez eu votre diplôme d'État? 76. 76. Je viens à Kinshasa et j'obtiens une bourse du Conseil exécutif national. C'est le gouvernement du Zaïre à l'époque. On m'envoie pour étudier en Belgique. J'ai étudié à l'université de Liège. Je m'en vais en France et aux États-Unis. En Belgique, j'étudie jusqu'à obtenir le diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'université de Liège. Après cela, la situation du Zaïre n'était pas bonne. J'ai voulu continuer les études. Je suis allé à l'université de Grenoble. J'ai obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité. Après avoir terminé, je suis allé à Paris, où j'ai étudié dans une école de commerce, le 3e cycle, école de commerce appelée l'Institut supérieur de gestion, où je rencontre Martin Fayoulou. Je termine là-bas, je m'en vais aux États-Unis et je fais MBA, Masters of Business Administration, dans le Wall Street à New York à Delphi University, spécialisation en banque et marché financier. Quand je termine, je reviens à Paris pour faire mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine. J'obtiens le doctorat en sciences économiques avec spécialisation en banque et finance. J'ai fait une thèse de doctorat. Oui, d'accord, Nicole Tchani. Une thèse de doctorat. Noël Tchani. Je voudrais finir, ça c'est important. S'il vous plaît, on n'est pas là pour dégrainer les diplômes. C'est pas l'objet de l'émission. Non, mais je voudrais terminer parce que je suis arrivé à la fin. Oui, d'accord. J'obtiens mon diplôme de doctorat avec la mention très honorable et félicitations du jury. Oui, j'ai fait la thèse sur la Banque centrale du Congo, l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. J'ai dû terminer la thèse donc en 2000, mais j'avais commencé depuis très longtemps, pendant que j'ai travaillé déjà à la Banque mondiale. Vous avez donc une thèse doctorat. Et après ça, j'ai fait des études post-doctorales à Harvard, dans le domaine de leadership et management. Voilà en ce qui concerne donc les études. Après cela, je travaille dans les banques à New York. D'abord,
je travaille à la Republic National Bank of New York, et après je m'en vais à la JP Morgan Chase. Au passage, je suis passé par la Citibank. JP Morgan Chase, j'ai fait un total de 10 ans. Je prête de l'argent aux banques, aux entreprises et au gouvernement, dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe de l'Est. Et après, mais vous êtes employé à la banque. Vous étiez employé à la banque. Oui. D'accord? Quand on est employé à la banque, on travaille, on a un salaire. Point barre. Ce que je m'intéresse, moi, c'est de savoir... Après cela, je m'en vais à la Banque mondiale. Et je fais à la Banque mondiale littéralement 30 ans. À la Banque mondiale, basée à Washington, mais couvrant plusieurs pays à travers le monde. Comme quelle qualité à la Banque mondiale? Je suis sorti. Pendant 30 ans, j'ai dû gravir les échelons. Je suis sorti avec le titre. Mais vous ne pouvez pas être à la fois dans les banques privées et à la Banque mondiale. Mais je viens vous dire qu'après avoir terminé à New York, j'ai été recruté par la Banque mondiale pendant que j'ai travaillé à New York, à la JP Morgan Chase. Je quitte la JP Morgan Chase, je m'installe à Washington et j'ai gravi les échelons. Et je suis sorti de la Banque mondiale avec le titre de directeur résident de la Banque mondiale, ayant couvert plusieurs pays à travers le monde. Je suis parti de la Banque mondiale en démissionnant pour venir me présenter aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que... Vous n'avez jamais été chassé de la Banque mondiale pour mauvaise conduite? C'est faux complètement. Je peux vous montrer la lettre, malheureusement je ne l'ai pas amenée, qui m'a été envoyée. Mais une démission peut être reçue sur base de ce qu'on vous a reproché. C'est faux, absolument. Je vous dis bien que je suis parti de la Banque mondiale pour me présenter aux élections présidentielles à la République démocratique du Congo. En 2018, là? Oui. En 2018, pourquoi? Parce que la Banque mondiale a des politiques qui disent que quand vous êtes fonctionnaire international, vous êtes supposé être neutre. Vous ne pouvez pas, d'une part, faire la politique dans votre pays et de l'autre part, continuer à être fonctionnaire international. On m'a demandé de démissionner, j'ai démissionné. Ceux qui propagent de fausses nouvelles, là, je voudrais leur dire une chose. D'abord, ils ne connaissent même pas où se trouve la Banque mondiale. Non, ils ne connaissent pas comment on fait pour entrer à la Banque mondiale. Je suis quelqu'un de très respecté, de très respectable. Au niveau de la Banque mondiale, au niveau de beaucoup de pays, sinon de tous les pays à travers le monde. Parlons d'abord de l'homme Noël Tchani. Étudier, c'est bien. Beaucoup de gens ont étudié. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la cohérence dans votre parcours. De votre séjour aux États-Unis, à la Banque mondiale ou dans les banques privées, vous avez réalisé quoi à titre personnel en tant qu'homme? Très bonne question. Je vais commencer par les banques commerciales. Oui. Quand j'étais dans les banques commerciales, j'ai fait des prêts à plusieurs banques, plusieurs entreprises, plusieurs pays à travers le monde. Dans les Caraïbes, j'ai aidé les gouvernements de Jamaïque, des îles Barbades, Trinidad et Tobago, toutes les îles. Mais quand vous dites vous, c'est la politique de la banque, c'est pas l'individu. Mais bien sûr, mais c'est moi le chef de mission, c'est moi le landing officer, comme on appelle ça. Quand une banque propose une stratégie, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'employé qui proposez. Mais je vous ai jamais dit que j'ai proposé donc la stratégie. Je fais partie de la définition de la stratégie pour faire des affaires dans un pays. C'est comme ça que ça marche. Une fois qu'on a défini la stratégie, maintenant, il faut mettre en œuvre cette stratégie-là. Et je fais partie de l'équipe. Soit je dirige l'équipe, soit je fais partie de l'équipe. Oui. J'ai joué ce rôle-là. Mais ça, c'est au niveau des Caraïbes. Mais je voudrais vous dire ce que j'ai fait ici, en République démocratique du Congo, pendant que j'étais banquier commercial. Je suis venu ici, en République démocratique du Congo. J'ai fait des prêts à des banques congolaises, c'est-à-dire l'Union zaïroise des banques, la Banque du Peuple, la Banque de Kinshasa et la Nouvelle Banque de Kinshasa. Et j'ai des gens qui ont fait affaire avec moi. Je voudrais mentionner certaines de ces personnes-là. La première personne... Ça veut dire qu'on... Attendez. Vous travaillez dans quelle banque, dans quel pays? Bon, je vous ai dit que j'étais encore à New York dans les banques commerciales. Bon, les banques commerciales, vous êtes installé aux États-Unis. Il y a des Congolais qui sont installés ici. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Oui. Très bonne question. Comment vous venez pour prêter l'argent ici? Laissez-moi expliquer maintenant. Oui. Je suis basé à New York, mais je couvre des relations avec les banques correspondantes dans les pays étrangers. C'est moi qui gère ces relations-là, qui maintiennent des contacts. En tant que banque correspondante? En tant que banque correspondante. Je suis leur correspondant à New York. Je viens ici, je voudrais vous mentionner quelques noms de personnes qui sont vivantes auprès de qui vous pouvez vérifier. La première personne, Louis Nsa Elongo, il est directeur du cabinet du gouverneur de la Banque centrale. Je l'ai connu quand il était à la Banque de Kinshasa. Vous l'avez prêté quoi à lui? J'avais des lignes de crédit que je faisais à ces banques-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y avait M. Isungu, qui était, je crois, directeur général de la Banque du Peuple, là où se trouve la CENI aujourd'hui. J'ai couvert des relations avec ces banques. Mais ça, c'est le travail de correspondance. Qu'est-ce que ça a de particulier? Mais monsieur, vous ne comprenez pas le système bancaire. Non. Quand je vous dis... Non, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Une banque qui correspond avec une autre étrangère,
s'il y a des facilités, des transactions... Je voudrais maintenant vous expliquer ce que c'est le travail. Oui. Je voudrais maintenant vous expliquer. Oui. Vous m'avez posé qu'est-ce que je faisais comme travail. Oui. Ok. Je n'ai rien à vous prouver. Je vous dis ce que je faisais comme travail. J'ai géré les relations avec ces banques-là. Les lignes de crédit, quand ils doivent importer, avoir des lignes de crédit confirmées par une banque étrangère, c'était ça, c'était moi le contact. S'ils veulent emprunter de l'argent, auprès de la banque internationale, c'est moi qui prends le dossier, qui étudie le dossier, qui le présente au crédit. Mais où est la prouesse là-dedans? Mais c'est ça le travail des banquiers, monsieur. Oui, mais ça, c'est le travail classique des banques. Mais je vous ai dit qu'il y avait une prouesse qui était différente du travail des banques. Ça, c'est la première chose. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Oui. Parce que vous avez posé une question importante. Il faut maintenant que je dis à titre au niveau de la banque. Mais à titre personnel, laissez-moi finir. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Donc, laissez-moi dire ce que j'ai fait comme travail. Parce que vous êtes en train de propager des fausses nouvelles en ce qui me concerne. Sachez que quand j'étais donc à la Banque mondiale, d'abord, j'étais, dans un premier temps, ce qu'on appelle task team leader, la personne qui gère des équipes pour aller dans un pays, faire les diagnostics, déterminer ce qui ne va pas avec ce pays-là et proposer des solutions. Particulièrement, dans un premier temps, je me concentrais sur le secteur financier. Je suis allé dans des pays tels que les îles du Cap-Vert. On a trouvé que le système bancaire était en faillite. Après avoir fait le diagnostic, c'est moi le chef de mission. Je mets en place l'équipe. On conçoit un programme de restructuration du système bancaire qui inclut non seulement la Banque centrale, non seulement la monnaie du pays, mais également de toute l'économie et de toutes les banques dans ce pays-là. Devinez quoi? Le Cap-Vert aujourd'hui est passé du groupe des pays à revenus faibles pour devenir pays à revenus intermédiaires. Je peux voter une question? Oui. Nicole, Noël Chani, dites-moi. Citez-moi un seul pays qui s'est développé grâce à la Banque mondiale. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Je vais vous dire la question. Je vais vous donner, par exemple, vous parlez Banque mondiale. Voilà. Quel est un seul pays au monde qui s'est développé avec la Banque mondiale? Je ne suis pas venu ici pour défendre la Banque mondiale, mais parce que vous me posez la question, je vais vous répondre. Oui. Le premier pays, c'est les îles du Cap-Vert. Ah bon? Ce pays-là est passé du groupe des pays à revenus faibles, très pauvres. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le PIB par habitant était de $170. Oui. Aujourd'hui, grâce à quoi? J'arrive. Oui. Aujourd'hui, là, le PIB par habitant est de $7,708,000. Grâce à la Banque mondiale. Mais ils ont travaillé, ils ont su utiliser leur intelligence pour travailler avec la Banque mondiale. C'est l'organisation interne de Cap-Vert. Mais messieurs, moi je pense que vous allez dans tous les sens. Non. Je vais vous dire, je vais vous répondre maintenant à la différence entre les pays comme le Cap-Vert et les pays comme la RDC. Les îles du Cap-Vert, et moi j'étais témoin oculaire de ça. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils demandent l'accompagnement de la Banque mondiale ou des institutions financières internationales. Vous leur donnez des conseils, ils font non seulement ça, ils font mieux que ça. Ça, c'est les pays qui réussissent. Les pays comme la RDC, vous avez entendu M. Albert Youm parler. Quand vous entendez Albert Youm parler, est-ce que vous pouvez dire que la RDC était représentée par des gens qui étaient responsables? Non, vous confondez Ils disent qu'ils recevaient des conseils et ils ont fait des mauvaises choses, ils veulent blâmer quelqu'un d'autre. La Banque mondiale n'est pas là pour développer ces pays-là dans ce sens. Parce qu'il n'y a aucun pays qui a été vous donne des conseils, utilisez ces conseils pour vous développer. Si vous ne le faites pas et vous n'avez pas de bonnes Qui est actionnaire de la Banque mondiale? Pardon? Qui est actionnaire de la Banque mondiale? Tous les pays du monde y incluent la RDC. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, tous les pays africains, tous les pays du monde. Je repose ma question autrement. Tous les pays Qui est actionnaire majoritaire de la Banque mondiale? L'actionnaire majoritaire, bon, il faut dire que les États-Unis ont à peu près 24-25% du capital, c'est le plus grand pourcentage. Mais il y a d'autres pays comme la direction de la Banque mondiale est aux mains de qui? Depuis qu'elle existe? La direction de la Banque mondiale, pardon. La Banque mondiale a toujours été dirigée par un Américain. Oui. J'arrive. Mais depuis, littéralement, 2015-2014, on a adopté maintenant un principe qu'on va choisir la meilleure personne. Mais pour l'instant, la Banque mondiale, c'est la banque des Américains. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas dire du n'importe quoi. On a accepté. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je vous informe que Madame Ngozi Iweala, qui était ministre des Finances du Nigeria, était candidate pour être présidente donc, de la Banque mondiale. Oui, alors. Elle était candidate. Elle n'a pas été sélectionnée parce qu'on a mis en place un comité qui a interviewé des gens, qui a sélectionné un Américain. Bon, c'est un début. Parce qu'au début, ça ne marchait pas comme ça. Le Trésor américain devait désigner qui devait être président de la Banque mondiale. La Banque mondiale est l'argument, pour ne pas dire le bras armé des États-Unis sur le plan international. Je ne refuse pas cela. Mais ce n'est pas l'objet de l'émission. Oui. Noël Chani, pendant tout ce temps que vous êtes resté à la Banque mondiale, vous avez gagné combien d'argent? Non, moi je pense que ça, c'est une question qui n'est pas très intelligente. Je n'ai pas à vous dire
combien d'argent j'ai gagné à la Banque mondiale. Pour quelles raisons? Vous pouvez me dire combien d'argent vous avez gagné avec Joseph Kabila? C'est moi qui pose des questions. Si vous pouvez répondre, vous répondez. Si vous répondez, non, je ne peux pas vous dire ça parce que ce n'est pas votre affaire. Merci beaucoup. Deuxièmement, vous êtes venu ici candidat président de la République. Oui. Expliquez-nous comment un candidat président de la République, il ne vient pas avec l'argent pour faire la campagne. Comment vous pouvez affirmer des choses comme ça? Depuis que je suis venu ici, là, c'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui me logez, c'est vous qui me donnez de l'argent. Comment vous pouvez dire qu'un candidat ne vient pas avec l'argent pour faire la campagne? Comment vous pouvez affirmer des choses que vous ne connaissez pas? Quand vous êtes venu? J'avais des raisons de ne pas faire plus que ce que j'ai fait. Et je vais vous dire pourquoi. OK? J'avais des raisons de ne pas faire plus que j'ai fait. Je voyais bien qu'il y avait une compétition entre certaines personnes et je ne voulais pas gêner certaines personnes. En particulier, je voulais que Félix-Antoine Tshisekedi puisse gagner. Si j'étais parti faire la campagne partout, j'allais diviser les voix kassayennes. Et si j'avais divisé les voix kassayennes, Félix n'allait pas devenir président de la République. J'ai été très stratège. Je suis candidat, mais n'oubliez pas que la CENI planifiait, ou bien la CENI, ou bien certaines personnes au Congo, planifiaient de pouvoir le disqualifier de la présidence de la République. Votre parti politique s'appelle comment? Mon regroupement politique s'appelle la Force du Changement. C'est un regroupement politique indépendant, enregistré depuis 2016, reconnu par le ministère de l'Intérieur et autorisé à... Son adresse est où? Mon adresse se trouve donc actuellement à Sosimat. Vous avez combien de membres dans vos partis? Le nombre exact, je n'ai pas, mais j'ai tout plein d'adhésions tous les jours. Je pense que nous sommes donc dans les environs peut-être de 1 million de personnes, mais je n'ai pas la confirmation exacte. Sinon, je peux vous produire donc les listings. Tous les jours, on est inondé des demandes d'adhésion à la Force du Changement. Et ça, c'est à travers tout le pays. Attendez, le dernier meeting que vous avez fait, c'était quand? Je ne fonctionne pas comme ça. J'ai fait plusieurs activités. Par exemple, la semaine dernière, j'étais invité à animer une conférence, 2 conférences donc dans un mois. À Fatima, il y avait au moins 300 personnes qui ont assisté à la conférence que j'ai faite sur le bradage. J'arrive sur le bradage des ressources naturelles de la RDC. La semaine qui vient de s'écouler, j'étais invité à faire aussi une conférence donc sur la ZLECAF, la zone de libre-échange au niveau continental. Tout cela, moi je situe cela dans le cadre des activités intellectuelles, mais aussi des activités politiques. Donc vous êtes conférencier ou vous êtes homme politique? Mais messieurs, moi je suis un homme politique intelligent, qui ne fait pas simplement la politique dans la rue en criant à gauche, à droite. On choisit des sujets qui demandent de l'intellect et nous allons vers ces gens-là et le message se propage dans la population. Donc, je ne sais pas, vous êtes habitués à des hommes politiques qui ne connaissent rien sur le plan scientifique, mais qui ne font que la politique. Moi, je ne suis pas ce genre de politique. Donc, vous faites la politique, vous ne connaissez pas le nombre de membres de votre parti? Je viens de vous dire... Votre secrétaire général, c'est qui? Pardon? Le secrétaire général de votre parti. Nous avons une structure qui appelle pour un coordonnateur de la Force du Changement, qui s'appelle professeur Rodolphe Iolo. Il est professeur à l'IPEN. Pas de comité de quartier, pas nous avons des comités, non. À l'étranger, rien. Nous avons des comités, ce qu'on appelle donc des cellules de sensibilisation dans des provinces, au niveau des provinces, au niveau des territoires, et ainsi de suite. Là. Donc nous sommes présents à travers le pays. Et je voudrais vous dire votre bureau en Mbujimayi, on est très souvent en Mbujimayi. Est-ce que vous pouvez me laisser parler aussi? Allez-y. Parce qu'il ne faut pas m'interrompre sur le plan qu'on aille dans tous les sens. Non, non, on a parlé politique là. Là, on parle politique. Oui. On parle de votre profil politique. Oui. On n'est pas dans tous les sens. Politique. Donc, laissez-moi vous dire maintenant que nous avons des présences partout sur l'ensemble du territoire national. Et je peux vous dire que dans chaque province, nous sommes représentés. Dans chaque province. Je peux poser la question maintenant? Allez-y. Votre adresse à Lubumbashi et à Mbujimayi? Non, je n'ai pas à connaître des adresses par cœur. Je ne suis pas à mesure de vous donner donc des adresses précises. Donc vous avez des représentations dont vous ne connaissez pas les adresses? Non, je ne peux pas connaître les adresses par cœur. Bon. À quoi ça me servirait donc de connaître les adresses dans tous les coins de la République? Si vous demandez à l'UDPS votre permanence en Mbujimayi, ils vont vous le dire. L'UDPS et l'UDPS. Si vous demandez le PPRD, c'est à la Mouille là-bas. Si vous demandez UNC, on va vous dire c'est en face de l'hôtel de ville. Vous avez fini. Et je voudrais vous dire que l'UDPS a sa structure, son organisation. Ce que l'UDPS fait, je ne dois pas nécessairement le faire. Mais je vous dis que nous avons des présences à travers le pays. Qu'est-ce qui a fait que pour déposer la caution au niveau de l'élection présidentielle, jusqu'à minuit ces jours-là, l'argent n'était pas là? Encore une fois, je devine que vous connaissez comment le système bancaire fonctionne. Je quitte les États-Unis, j'arrive ici. Moi, je ne suis pas la personne qui fait le money laundering, qui se promène avec l'argent dans la poche. Je quitte les États-Unis, je viens ici et je fais un ordre de virement. L'ordre de virement pour que l'argent soit transféré au Congo. Je connais ce qu'on appelle les dates de valeur.
C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'utiliser l'argent le lundi, je m'organise pour que l'argent arrive ici le vendredi. Pour que lundi, j'utilise ça et je n'ai pas besoin de garder l'argent oisif. J'arrive. Oui. C'est ce que j'ai fait. Je quitte les États-Unis, on donne l'ordre de paiement à la Chase Manhattan Bank pour que l'argent soit transféré ici, arrive tel jour. Malheureusement, il s'est fait que ce jour-là, les banques ici étaient déjà fermées. L'argent est arrivé, on nous a informés, parce qu'on pouvait voir ça sur l'écran, que l'argent était déjà donc dans le système. Mais le compte n'était pas encore crédité. On nous a dit qu'il fallait attendre le jour suivant. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Et vos effets de campagne aussi ont été volés? Pardon? Vos effets de campagne, vos effigies, vos t-shirts, tout ça a été volé. Je vais vous dire une chose. Vous êtes du PPRD, non? Je vais vous dire, quand je suis arrivé des États-Unis, vous savez les gens qui ont volé mes livres à l'aéroport. Vous connaissez très bien que j'ai publié le livre qu'on appelle le plan Marshall. J'ai amené 5 valises pleines de ces livres-là pour distribuer donc aux gens. Les gens du PPRD, ils ont volé ça à l'aéroport. Ah, mais bien sûr, qui d'autres pouvaient voler? Qui avait intérêt à voler donc mes livres? Ils ont volé donc ma vision. Dans vos livres, il y avait quoi d'important qui pouvait aller? La vision de développement, en réalité, ce qu'on cherchait, c'était quoi? Ce n'était même pas les livres dans les valises. On pensait que les 100 000 $, je les avais dans les valises. C'est comme ça qu'ils sont allés voler, pensant qu'ils allaient trouver ça. Mais intelligent que je suis, je ne me déplace pas avec de l'argent comme ça, je ne fais pas les money laundering. Mais l'agent de campagne n'était pas là non plus. Non, messieurs, moi je ne suis pas venu ici pour parler de futilités. Ce que vous faites là sont des futilités. Revenons à vous, Noël Tchani. Revenons à vous. Vous êtes parti aux campagne électorale, etc. Vous avez eu combien à l'élection présidentielle? Je n'ai pas besoin donc de revenir sur ça. Les élections sont passées, je me concentre sur l'avenir. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Bon, vous parlez beaucoup de plan Marshall, plan Marshall, plan Marshall. Le plan Marshall proposé par les États-Unis pour le développement de l'Europe, c'était basé sur quel concept? Je ne sais pas ce que vous entendez par concept, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays européens sont détruits par la guerre. Les infrastructures sont complètement détruites. Les routes, les aéroports, les ports, les chemins de fer et consorts. Le chômage est galopant. Les économies sont désarticulées. Les États-Unis d'Amérique conçoivent un plan Marshall. Ça s'appelle Marshall parce qu'à l'époque, il y avait le secrétaire. D'abord, il était secrétaire d'État, puis devenu secrétaire donc, du Trésor. On conçoit donc ce plan-là pour remettre les économies européennes détruites par la guerre. Les financements là provenaient d'où? Les financements provenaient des États-Unis d'Amérique. Du Trésor américain? Du Trésor américain. Très bien. Oui. Alors maintenant, une fois aux Européens, qu'est-ce que les Européens devaient faire pour capter cet argent? Pardon? L'Europe, qui devait se reconstruire sur base de ces financements, ils devaient faire comment pour rembourser cet argent? Une fois qu'on a reconstruit, c'est ça le concept élémentaire quand on est banquier. Oui? Une fois qu'on a prêté de l'argent pour reconstruire les infrastructures, l'économie produit. Cette économie qui produit, on dégage des taxes, on dégage des revenus. On peut utiliser ça pour rembourser. Donc ça, c'est un concept élémentaire. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est quoi? C'est que on a célébré tout récemment les 75 ans du plan Marshall européen. Une fois qu'on a fait ça, les pays européens ont été reconstruits. Aujourd'hui, quand vous parlez de la France, de l'Allemagne, de tous ces pays-là, ils sont debout grâce à l'assistance, donc dans le cadre du plan Marshall, l'assistance qui était donnée par les Américains. Pas forcément. Bon, je vous dis bien que si on n'avait pas fait, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Pas forcément. Bon, vous pouvez contester, mais je vous dis simplement... Je peux vous expliquer comment. Mais la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose importante, c'est que avant que je vienne ici, je réalisais que mon pays était aussi détruit par les guerres successives. Les infrastructures de base étaient détruites. L'économie était désarticulée. Le chômage était galopant. 85% de la population active au chômage. Moins de 10% de la population avait accès à l'eau potable, à l'électricité, aux services de télécommunications. Il y a déjà ici 4 questions pour vous. Hein. On est en direct. Bon, laissez-moi parler. Il ne faut pas m'interrompre, s'il vous plaît. Si. Non, je vous signale déjà. Maintenant, une fois qu'on a terminé que j'ai terminé donc à faire ce diagnostic de la situation du pays, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai proposé maintenant des solutions. Je me suis dit, pour reconstruire l'économie de mon pays, voici comment il faut s'y prendre. Il faut que nous puissions tous investir dans la paix et la sécurité. Je suis content qu'aujourd'hui, le chef de l'État a décrété l'état de siège. C'est une façon d'investir dans la paix et la sécurité. Attendez. Non, vous m'avez posé la question sur le plan Marshall. Laissez-moi finir. Non, il ne faut pas raconter des choses. Moi, je n'ai pas besoin de ça. La question de savoir, le plan Marshall était l'argent du Trésor américain mis à la disposition des pays européens qui peuvent l'emprunter pour investir pour le développement. Et ils allaient rembourser cet argent. Vous avez copié. Vous dites plan Marshall pour la RDC. D'où vient l'argent liquide, disponible, à mettre à la disposition de la RDC et quel est le mécanisme de remboursement de cet argent?
Très bonne question. Oui. D'abord, vous commettez l'erreur en disant que vous avez copié. Je n'ai pas copié. Je voudrais vous dire que depuis qu'on a conçu le plan Marshall américain pour l'Europe, le terme plan Marshall est devenu un terme générique qui veut dire simplement plan de développement, plan de reconstruction d'un pays. Ça ne veut pas dire qu'on copie le plan des Américains pour l'Europe. J'ai conçu un plan congolais à partir de zéro. Oui. Mais pour vendre ce plan-là, sur le plan international, tout comme sur le plan national, pour que ça soit connu de tout le monde facilement, pour que quand les gens entendent le nom du plan... Vous avez emprunté les termes Marshall pour un plan qui n'a rien à voir avec le concept Marshall. Laissez-moi finir. Oui? Le mot plan Marshall veut dire aujourd'hui plan de reconstruction d'un pays qui a été ravagé. Mais laissez-moi finir. La similitude avec Marshall, c'est quoi? La similitude, c'est ça. Je vous dis bien que plan Marshall, c'est comme dans votre maison. Vous utilisez donc un frigo pour garder donc à manger là-bas, au froid, n'est-ce pas? Vous savez, frigo, c'est ce que ça veut dire. C'est une marque. Mais maintenant, quand vous avez un frigo qui est Sony ou bien Mitsubishi, on l'appelle comment? Frigo. C'est un terme générique. Le mot plan Marshall, pour les économistes, ça veut dire un plan de reconstruction donc d'un pays. J'ai conçu un plan de reconstruction donc de la République démocratique du Congo pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Non seulement donc ça n'a rien à voir avec le concept de ça n'a rien à voir avec le plan Marshall européen. D'accord, on a compris. Donc voilà. Ça n'a rien à voir. Vous avez posé la question, où est-ce qu'on va trouver les fonds? Je voudrais d'abord vous dire que le plan que j'ai conçu avant la Covid-19, je l'avais évalué à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Après Covid-19, j'ai réalisé qu'on a plus de défis qu'on avait pensé. Je l'ai actualisé, il est chiffré à 1000 milliards de dollars à mettre en œuvre sur 15 ans. Où est-ce que l'argent, d'où viendrait l'argent? La combinaison donc de 3 ou 4 sources. La grande portion de revenus viendrait des revenus intérieurs. C'est-à-dire, nous devons améliorer la gouvernance, combattre la corruption, la prédation des ressources naturelles et détournement des fonds publics. C'est pour cela que je n'ai aucune pitié pour les gens qui mettent les mains dans les caisses de l'État. Noël Chani. Mais vous m'avez posé la question, laissez-moi finir. Je ne vous ai pas demandé de venir m'expliquer les plans de Vous m'avez demandé d'où viendrait l'argent. Je vous ai dit la première source. Améliorer la gouvernance, combattre la corruption, combattre les détournements publics, des fonds publics et surtout enlever ou éliminer la prédation, le bradage des ressources naturelles comme Albert Youm l'a dit donc l'autre jour dans une interview. Ne citez pas les noms des gens, ce n'est pas l'objet. Maintenant, deuxième source de revenus. Non, il faut que je termine ça. Oui. Deuxième source de revenus, on pourrait mobiliser ce que j'appelle des investissements directs des étrangers. Quand on améliore la gouvernance, on met en place un bon environnement des affaires, on peut attirer des investissements directs des étrangers, des gens qui viendraient investir dans des projets spécifiques qui sont ce qu'on appelle en anglais self-liquidating. C'est comme la construction du barrage d'Inga. C'est comme la construction donc d'une autoroute qui irait des bananes en Ganajika ou des bananes en Mahagi. Cette route-là, on peut mettre le péage, on va récolter l'argent. Tous les camions qui passent par là, on va rembourser le prêt. Ça, c'est la deuxième source donc d'argent. Troisième source d'argent, à part donc les revenus internes, améliorer la gouvernance et les investissements directs des étrangers, nous pourrons en ce moment-là emprunter le reliquat qui viendrait des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux. Mais sur les 1000 milliards donc de dollars, 80% proviendraient des ressources intérieures. C'est ça la différence avec le plan Marshall américain. Le plan Marshall américain est financé par l'extérieur. Dans notre cas, on mobiliserait des ressources intérieures parce que le Congo, c'est un pays riche qui n'attend que l'occasion d'améliorer la gouvernance pour qu'on ait tout cet argent-là dans les caisses de l'État. On appelle ça des théories généralistes. C'est pas l'objet. Vous parlez à un spécialiste de développement, s'il vous plaît. Il faut respecter ce que je suis. Non, ce sont les théories généralistes. Revenons à vous. Donc, j'ai déjà des questions ici. Est-ce que vous savez que les gens ne vous prennent pas au sérieux? Messieurs, les gens me prennent très au sérieux. Vous savez pourquoi? Quand j'ai envoyé un petit tweet comme ça, toute la planète a bougé, toute la RDC a bougé. Vous savez quoi? Vous savez que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Mais je vous dis bien que les gens me prennent au sérieux. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me définir. Les gens ne vous prennent pas au sérieux parce que vous parlez souvent beaucoup et vous dites rien de consistant. Mais je vous dis des choses consistantes, c'est que vous ne les comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Si vous avez travaillé à la Banque mondiale, dans les banques privées, vous êtes venu candidat président de la République, vous n'avez même pas obtenu un seul point à l'élection présidentielle. Et que vous passez tout votre temps aujourd'hui à faire que des tweets, vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de militants, vous n'avez pas de base. Vous êtes des Kassai, non? Noël Chani. Vous le savez très bien, je vous ai dit tout à l'heure là d'où je suis. Vous avez votre adresse chez vous, à Mojoma ou à Nganda? Non, je ne veux pas aller dans des futilités de ce genre-là. Je n'ai pas besoin de donner... Non, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de dévoiler mon adresse. Pour que vous veniez me tuer la nuit, je ne veux pas dévoiler mon adresse. Pour quelle raison? Vous avez